Qui domine vraiment le monde ? Vous, je ne sais pas, mais moi, depuis que j'ai décidé de prendre le contrôle de la planète, c'est une question qu'il a fallu que j'étudie sérieusement. Oui, depuis le temps que je suis là à vous expliquer comment le monde va mal, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que quelqu'un prenne les choses en main, et après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, ma décision étant prise, je me suis mise à la recherche du meilleur moyen de prendre le pouvoir absolu, ce qui m'a amenée à me poser cette fameuse question : qui domine vraiment les débats ? Qui est à la tête de la plus haute instance dirigeante mondiale pour que je puisse le renverser ? Dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ce que j'ai découvert et première constatation, je vais avoir besoin de super pouvoirs si je veux atteindre le but ambitieux que je me suis fixé. Alors si vous avez envie de m'envoyer vos bonnes ondes, c'est le moment. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Ceux qui tiennent les ficelles de la planète, ou plutôt ceux qui croient les tenir, s'y accrochent fermement. Et malgré toute ma détermination, je ne suis pas leur seule menace. D'autres puissances aux appétits voraces s'élèvent et viennent aujourd'hui leur disputer leur légitimité en bousculant tout ce qu'ils se sont évertués à construire. Évidemment, moi, ça m'arrange. Je n'ai plus qu'à attendre et voir comment tout ça va évoluer. Et si l'occasion se présente, j'essaierai de la saisir. Mais en attendant, j'ai décidé de me faire un petit café et de regarder le spectacle. Et je vous invite à faire pareil et à rester un peu avec moi. Et maintenant, je vais vous révéler qui contrôle vraiment le monde et qui sont ceux qui veulent prendre leur place. Mais avant de plonger dans le cœur du sujet, je souhaite vous parler brièvement de notre partenaire de confiance, le broker XTB. Pourquoi le recommandons-nous ? La raison est simple, XTB offre 0% de commission sur vos achats et ventes d'actions tant que vous investissez moins de 100 000 € par mois. C'est incroyable! Imaginez pouvoir trader plus de 3500 actions et 350 ETF, même avec juste 1 € sans aucun frais. Si, comme nous, vous aimez investir régulièrement des petites sommes pour optimiser votre prix d'achat, l'absence de frais chez XTB peut vous faire économiser une fortune à long terme. Et dernière nouveauté sur la plateforme, XTB vous verse désormais des intérêts pouvant aller jusqu'à 5% sur vos dépôts en dollars et en euros. Mais ce n'est pas tout, l'interface de XTB, nommée Xstation, est conçue pour être à la fois intuitive et puissante. Elle offre des outils d'analyse technique pour tous les niveaux, des débutants aux experts. Et si vous êtes sceptique, essayez-la par vous-même via leur compte démo, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, les matières premières telles que le pétrole brut, mais également le Forex avec 48 paires de devises disponibles. Attention cependant, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente quant à lui des frais. Envie de découvrir XTB ? Cliquez sur notre lien en description et bienvenue à tous sur Money Radar. Qui contrôle le monde ? Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et pardon à mes abonnés complotistes s'il y en a, mais ce ne sont pas les francs-maçons, ni les Rothschild, ni les reptiliens, ni les chats, ni le peuple taupe habitant la terre creuse ou plate. C'est selon. En premier, on pense à ceux qui détiennent l'argent, qui en général détiennent aussi le pouvoir. Les banques et les grands fonds d'investissement étaient donc les suspects numéro 1 sur ma liste, mais j'ai vite réalisé que je m'étais trompée de cible. Les méga-sociétés du numérique alors ? Celles qui exploitent des milliards de données et sont assises sur des montagnes d'or. Mais elles ne sont pas au-dessus des lois de leur propre pays et ce n'est pas du côté de Facebook, Microsoft ou Amazon qu'il me faut chercher. Même si je remplaçais Jeff Bezos ou Zucki au pied levé, comme ça je ne deviendrais pas maîtresse du monde. Non, il y a bien plus gros et bien plus puissant que la plus grosse banque ou la plus grosse multinationale de la planète. Pour tout dire, c'est même plus gros et plus puissant que n'importe quelle autre organisation, qui est une existence légale, et pour être parfaitement clair, c'est celle qui coordonne toutes les autres, c'est l'ONU. L'Organisation des Nations Unies, le club des pays du monde qui rassemble tout ce que la planète compte comme chefs d'État et personnalités publiques influentes, plus quelques représentants de la société civile qui viennent regarder comment ça se passe. La voilà, ma cible. Une institution internationale majeure, fondée au lendemain d'une longue guerre, pour promouvoir la paix et la coopération au bénéfice du développement économique et du progrès, dotée de son propre organe de financement mondial, de sa propre armée mondiale, de sa propre cour de justice mondiale, et équipée pour promouvoir une monnaie mondiale, en l'occurrence le dollar. Ça fait envie, hein ? Dans la hiérarchie des organisations publiques, il n'y a rien au-dessus. Vue de l'extérieur, elle forme une sorte de super gouvernement qui rassemble les représentants de 193 États qui ont tous signé la Charte des Nations Unies.
Cette charte énonce les objectifs de l'ONU, qui sont d'abord le maintien de la paix et de la sécurité internationale, y compris la médiation en cas de conflit. Ça, c'est sa mission historique. Puis, la coopération entre pays membres pour étudier des questions importantes d'ordre mondial. Ça, c'est venu petit à petit. Et l'atteinte des objectifs de développement durable, les fameux ODD, et ça, c'est depuis 2004. Non mais attendez! L'ONU n'est pas une institution élue démocratiquement, elle n'est pas représentative et donc elle n'a pas de pouvoir sur ses membres. Oui, vous avez raison, sauf que vous avez tort. Là où vous avez raison, c'est que l'ONU n'a pas de lien avec les populations, elle est formée par et au cœur de la sphère politique dirigeante pour servir des intérêts publics, mais aussi privés, et elle respecte la souveraineté nationale de chaque pays qui la compose sans aucun moyen de pression ou de contrainte. Pourtant, c'est bien depuis l'ONU qu'ont été prises et que se prennent toujours toutes les décisions majeures en matière de maintien de l'ordre mondial et que les autres grandes idées politiques se sont mises à inonder la planète, tout ça depuis que le Club du Monde a commencé à s'intéresser à d'autres sujets que la paix. Allez, je m'explique et on commence par un petit retour en arrière. L'Organisation des Nations Unies a été fondée le 24 octobre 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 50 pays ont alors signé la Charte à San Francisco, qui établit l'ONU en tant qu'instance internationale visant à prévenir les guerres et à promouvoir la coopération entre les nations. Le monde entier sort de siècles de conflits constants, dont les 2 derniers ont été les plus meurtriers et les plus destructeurs, et les économies des belligérants sont dévastées. Pour maintenir la paix, l'ONU constitue un espace neutre, qui peut être utilisé comme un forum diplomatique, comme ce fut le cas pendant la guerre froide, la guerre du Golfe ou plus récemment, la guerre en Ukraine. Mais petit à petit, en particulier pendant les périodes de paix relative, elle s'est transformée en centre de recherche pour résoudre tous les problèmes économiques, sociaux et humanitaires de la planète, et elle a encore élargi ses missions pour dorénavant jouer un rôle central dans la gestion de tous les grands défis de l'humanité. À problème mondial, il faut une solution mondiale. Alors voyons à quoi ressemble cette solution. L'ONU, c'est d'abord un grand bâtiment tout plat, gris rectangulaire, du béton et du verre, posé sur le bord de l'East River à New York. On reconnaît la patte de Le Corbusier, vous ne trouvez pas? Il a été construit entre 1947 et 1951, tout spécialement pour accueillir confortablement les organes de la toute jeune organisation invitée par les États-Unis à s'installer à Manhattan. Mais petite particularité, le bâtiment est en territoire international. L'ONU se compose de 5 divisions ou organes. D'abord, il y a l'Assemblée générale, ce grand rassemblement mondial où chaque État membre envoie son représentant et dispose d'une voix pour s'exprimer sur les questions internationales et qui élit tous les membres de tous les autres organes. Ensuite, il y a le Conseil économique et social qui se préoccupe des questions économiques et sociales, comme son nom l'indique, mais aussi culturelles, sanitaires et de durabilité. Vient ensuite le secrétariat, responsable de la gestion et grand coordinateur des autres divisions. Il est présidé par le secrétaire général, un poste à haute responsabilité puisque selon la Charte des Nations Unies, c'est l'incarnation vivante des idéaux de l'organisation. Il est à l'ONU ce que le pape est à l'Église catholique et il se veut aussi le porte-parole des peuples du monde et en particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables. À l'ONU, on trouve aussi la Cour internationale de justice qui tranche les litiges entre les États, comme par exemple quand elle définit elle-même la frontière entre le Honduras et le Nicaragua en 1992, réglant un conflit de plus de 30 ans. Et enfin, dernier organe, le fameux Conseil de sécurité de l'ONU, qui se compose d'abord de 5 membres permanents, désignés dès la création de l'ONU, et qui sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine. Leur statut est fixé par la Charte des Nations Unies et ils sont inamovibles. Évidemment, avec autant de têtes d'affiche autour de la table, on imagine assez bien l'ambiance dans les réunions en ce moment, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Dans leurs tâches, ils sont épaulés par 10 membres élus, issus de l'Assemblée générale et renouvelés tous les 2 ans. Le Conseil de sécurité traite des questions de paix et c'est aussi lui qui propose les candidats au poste de secrétaire général, désignés ensuite par un vote de l'Assemblée générale. L'actuel représentant vivant de l'ONU sur Terre, et on en parle souvent sur la chaîne, c'est Antonio Guterres qui est en poste depuis 2017. C'est le secrétaire général depuis la fondation de l'organisation. L'ancien Premier ministre portugais succède au diplomate sud-coréen Ban Ki-moon, qui lui-même succède à Kofi Annan, qui lui-même succède à Boutros Boutros-Ghali, ex-ministre égyptien des Affaires étrangères. Mais l'ONU n'est pas que l'ONU, c'est aussi un grand nombre d'actions et de programmes satellites d'envergure comme l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Organisation mondiale de la santé ou encore l'UNESCO. L'ONU pour l'éducation, les sciences et la culture et une influence qui n'en finit pas de grandir.
Rien de plus parlant qu'un exemple. C'est à Ban Ki-moon que nous devons les accords de Paris sur lesquels 195 pays, dont 193 adhérents à l'ONU, basent l'intégralité de leurs politiques environnementales depuis 2015. Autre exemple, c'est à Kofi Annan que nous devons les fameux critères ESG pour environnement, social et gouvernance, qui ont ensuite envahi les bureaux, les usines et les places boursières du monde depuis 2004. Quant à Boutros Boutros-Ghali, on lui doit la déclaration de Vienne en 1992 qui proclame les droits de l'homme universels et indivisibles. En septembre 2015, l'ONU est sous la présidence de Ban Ki-moon quand elle adopte le plan 2030, un projet cher à Antonio qui en a repris la charge et cher tout court, 2500 milliards de dollars sur 15 ans. 17 objectifs de développement durable que chaque membre doit s'efforcer d'atteindre, si besoin avec l'aide des autres, du FMI et de la Banque mondiale. Objectif de développement durable, ça aussi, c'est passé dans le langage courant et c'est aussi la raison pour laquelle vos capsules de café en alu sont devenues compostables. C'est une volonté née dans le cœur des discussions de l'ONU. Voilà en réalité ce que cache l'ONU, le plus gros des outils politiques, économiques et financiers qui existent dans le monde, mais ce n'est qu'un outil. Et quel que soit le degré de sophistication ou de puissance d'un outil, il n'est rien sans une main habile pour le manipuler. Alors maintenant, la vraie question est à qui appartient cette main ? Et la réponse est toujours la même. L'ONU est guidée par le pays qui est capable de convaincre ou d'influencer le plus grand nombre d'autres pays. Et depuis sa création, à quelques rares périodes près, ce rôle a été endossé par les États-Unis. Pour Washington, le secrétaire général de l'ONU doit partager les mêmes valeurs que l'Amérique. Aussi, en 1996, elle s'oppose au renouvellement du mandat de Boutros-Ghali pour préférer Kofi Annan, plus proche du pouvoir américain et mieux capable de répondre aux intérêts communs des sphères publiques et privées. Depuis, tous les secrétaires qui se sont succédés à la tête de l'ONU ont affiché des opinions favorables envers l'Amérique et participent à répandre les idées nées outre-Atlantique partout dans le monde. Des hommes animés par leur mission qu'ils considèrent comme un sacerdoce et qui savent aussi où prendre conseil quand le besoin s'en fait sentir. Le Forum économique mondial s'est associé à l'ONU dès 2015 pour promouvoir les objectifs de développement durable et il accueille régulièrement le secrétaire général lors des rendez-vous annuels à Davos. Les financiers présents, parmi lesquels des mégabanques comme la Bank of America et JP Morgan Chase, et les baleines de l'investissement comme BlackRock, sont priés de contrôler les flux de capitaux et de les diriger vers les entreprises qui se conforment aux nouvelles exigences ou celles qui cherchent à les atteindre. Évidemment, c'est plus compliqué dans les pays émergents que dans les économies développées. De son côté, le Forum économique mondial cherche aussi à influencer la sphère publique afin de renforcer la relation publique et privée. Ça passe par exemple par les Young Global Leaders, une cérémonie où 2000 capitaines d'industrie désignent les dirigeants politiques de demain et qui se présentent comme le réseau social privé le plus exclusif du monde. Le pire, c'est que ça marche, et c'est confirmé par Emmanuel Macron et Gabriel Attal en France, par le chancelier d'Autriche sortant Sebastian Kurz, par Justin Trudeau, actuel Premier ministre du Canada, ou encore par Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, tout jeune milliardaire et lui aussi désigné Young Global Leader. C'est un sacré sésame pour les hautes fonctions, ce truc. Et la coopération entre les deux organes non élus et non représentatifs les plus puissants de la planète marche tellement fort que le groupe coréen à succès BTS, en chemise et cravate pour l'occasion, en a même fait une chanson. Je ne vous dis pas où ça a été tourné, vous aurez reconnu. Pour l'Amérique, l'ONU est devenue au fil du temps une arme de soft power plus puissante qu'Hollywood. Mais pendant que l'oncle Sam profite de son pouvoir d'influence pour développer ses activités économiques et celles de ses partenaires principaux, d'autres pays membres commencent à se sentir un peu seuls et surtout prisonniers d'un système qui a un peu trop tendance à toujours favoriser les mêmes. Conséquence, les politiques mondiales sont de plus en plus difficiles à coordonner et la légitimité de l'ONU en tant qu'outil d'aide à la domination américaine est remise en question à chaque nouvel incident mondial. 2014, la guerre de Crimée perturbe les relations entre la Russie et les États-Unis. 2016, la guerre commerciale acharnée déclarée par les États-Unis à la Chine oppose fréquemment les deux superpuissances quand il s'agit de voter des résolutions au Conseil de sécurité. Dès 2015, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont prévenu l'ONU de la fracturation prochaine du monde. Deux pôles distincts, avec d'un côté l'Amérique et ses alliés, et de l'autre les pays dits du Sud, des économies émergentes qui revendiquent elles aussi le droit au statut de pays développé et qui accusent la mainmise de Washington de s'opposer à leur évolution. À leur tête, les BRICS, dont les liens se sont resserrés après la crise ukrainienne autour de la Russie et du leader chinois. La contestation enfle au cœur même de l'organisation et le résultat s'est vu sur la carte quand il a fallu condamner les attaques russes et appliquer les sanctions. Rassurez-vous, pour Pékin et ses alliés, pas question de faire tomber l'ONU. Non, bien au contraire, c'est plus simple et bien plus commode d'en reprendre les rênes aux États-Unis.
D'abord, déstabiliser l'institution en utilisant le droit de veto, un droit d'opposition prévu dans la Charte des Nations Unies, conféré à chaque membre permanent et exigé à l'origine par les États-Unis, un bon moyen de garder le contrôle sur toutes les décisions. C'est sur sa base que Washington a rejeté le renouvellement du mandat de Boutros-Ghali, par exemple. Seulement la Chine et la Russie ont aussi ce pouvoir et elles n'hésitent pas à l'utiliser pour retarder les manœuvres américaines, de quoi leur laisser un peu de mou pour travailler sur leur propre alternative au système monétaire actuel, dominé par le dollar, et mener à bien leurs autres projets. Et puis l'étape suivante, c'est 2027, et c'est un gros morceau. 2027, c'est la fin du mandat d'Antonio, lui aussi proche de Washington et ami de Klaus Schwab, et les pays de l'Alliance du Sud aimeraient le voir remplacé par un candidat plus tourné vers leurs propres besoins. Là encore, les discussions risquent de prendre du temps, surtout si chaque camp décide d'utiliser son droit de veto pour dégommer tous les candidats présentés par l'adversaire. Le combat s'annonce plein de rebondissements. En attendant, la France et la Grande-Bretagne doivent s'attendre à se faire courtiser, pendant que de plus en plus de pays membres succombent aux propositions des BRICS, en particulier la promesse de dédollarisation de l'économie mondiale. Évidemment, côté Occident, on voit le truc arriver. Il faut accélérer le déploiement du plan 2030 avant que le pouvoir ne change de main ou que la situation ne devienne trop compliquée pour le poursuivre comme prévu. Et là, une question se pose. Une ONU dirigée principalement par le Parti communiste chinois à la tête de l'Alliance des pays du Sud pourrait-elle faire pire ou mieux que celle que les Occidentaux avaient imaginée ? Comme je vous en parlais récemment dans la vidéo consacrée au rapport de l'ONU sur un futur numérique global, écrit par Antonio lui-même, si les objectifs de développement durable sont fondamentalement bons et impactent positivement la société, les moyens qui vont être employés pour les atteindre n'ont rien à envier aux méthodes chinoises ou russes. Pas sûr que ça change beaucoup de choses à moyen terme, vous me direz ce que vous en pensez, mais après avoir étudié tout ça, je n'ai qu'une conclusion à tirer, c'est que finalement dominer le monde, c'est pas facile et c'est un peu trop de stress. Je vais donc rester encore un peu avec vous et surveiller tout ça et compter sur moi pour vous tenir au courant s'il se passe quelque chose de croustillant. D'ailleurs, pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater ça. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous présente ma fiche de lecture du rapport d'Antonio, je vous remets le lien dans la description. En attendant, si vous souhaitez investir en bourse, construire un patrimoine et vous prémunir de l'inflation, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions, plus de 350 ETF ainsi qu'une dizaine de cryptos tradables en CFD. Vous ne regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en descriptif pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme. Et bonne nouvelle, vous pouvez la tester gratuitement grâce au compte démo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.